Le juge administratif a deux missions. Une mission juridictionnelle, qui est celle de trancher les conflits, dire qui a raison ou qui a tort, en plus de la mission jurisprudentielle, qui est une mission normative et qui a fini par donner naissance au droit jurisprudentiel. Et le droit administratif est essentiellement un droit jurisprudentiel, à tel point que les notions, les concepts, les théories, les catégories juridiques qui forment l'ossature du droit administratif sont des régimes jurisprudentiels. Par exemple, l'acte unilatéral. L'acte unilatéral n'a aucune définition légale, contrairement à l'acte de commerce, à l'obligation contractuelle, que la loi apporte des définitions à ces actes. Le contrat administratif est d'origine, sa définition d'origine jurisprudentielle. Le régime de la responsabilité publique, la notion de service public, la notion de puissance publique, la catégorie d'établissement public, toutes ces notions, ces concepts et ces théories, leur définition est d'origine jurisprudentielle. Bien. Sixième source du droit, c'est le règlement. La violation des règlements est une violation de la légalité. Bien. La régularité juridique des règlements s'apprécie par rapport aux normes supérieures, traités, constitution, loi, principes généraux de droit, etc. Bon. Par ailleurs, un règlement ne peut pas déroger à un autre règlement émanant d'un organe supérieur. La considération d'éléments matériels et organiques permet le contrôle de conformité des règlements au droit. Septième et dernière source du droit, c'est la violation du contrat. L'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un contrat ne soulève pas de problème, parce qu'il s'agit d'un acte bilatéral, un acte résultant de la volonté de deux parties et non plus de l'œuvre de la seule administration. Cette affirmation doit être nuancée sur trois points. Si le contrat n'est pas annulable par le juge de l'excès de pouvoir, il l'est par contre par le juge administratif statuant comme juge du plein contentieux. Première dérogation. Deuxième dérogation. Le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation des actes détachables du contrat, tels que la délibération autorisant le contrat ou l'approbation de l'autorité de tutelle. En annulant l'acte détachable, il annule ipso facto le contrat. Enfin, les clauses réglementaires du contrat de concession relèvent du juge de l'excès de pouvoir, donc ils sont annulables. Notre problème actuellement se rapporte à la question suivante, très importante. Un requérant peut-il invoquer à l'appui de sa requête en excès de pouvoir la violation par un acte administratif des stipulations contractuelles? Autrement dit, le contrat fait-il partie du bloc de la légalité? En France, la jurisprudence du Conseil d'État a exclu la violation des contrats des moyens qui peuvent être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Bien, la Cour suprême marocaine a déclaré par contre recevable le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre une décision prise en exécution d'un contrat. C'est l'arrêt d'Embrun du 10 juin 60. La jurisprudence antérieure à 1965
distinguer selon que l'acte litigieux est pris dans le cadre d'un contrat de droit public ou en exécution d'un contrat de droit privé. Ainsi, depuis l'arrêt Ahmed Ben Youssef de 1959, la Cour a rangé au nombre des décisions administratives susceptibles de lui être déférées par le biais du recours pour excès de pouvoir celles prises en exécution d'un contrat de droit public. En sens inverse, la Cour refusait d'accueillir les recours d'agents recrutés dans les conditions de droit privé contre l'acte de résiliation de leur contrat. Mamour Belgassem, arrêt Mamour Belgassem du 13 mai 1958. Mais depuis l'arrêt Abbasi du 25 novembre 1966, je vous rappelle que l'année 66, c'est la première année de l'application de la loi sur la marocanisation et l'arabisation de la justice, intervenue en 1965. Donc, depuis l'arrêt Abbasi, admettons la recevabilité du recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision de licenciement d'un agent recruté dans le cadre d'un contrat de droit privé, on a assisté à une unification du régime contentieux des agents publics. Et c'est en mépris, je dis bien en mépris, de la cohérence interne du droit administratif que le critère organique dans la définition de l'acte administratif a triomphé depuis dans notre droit du contentieux administratif. Donc la section 4 va être consacrée, et c'est la dernière section du chapitre, aux limites au principe d'égalité. Bien, le principe d'égalité n'est pas un absolu, c'est un moyen et il est relatif. Il subit certaines inflexions dans la théorie des circonstances exceptionnelles et dans la théorie des actes de gouvernement et non pas les actes du gouvernement. Bien. Alors, paragraphe premier, la théorie des circonstances exceptionnelles. Nous allons voir l'historique de la théorie des circonstances exceptionnelles, la définition de la théorie des circonstances exceptionnelles, les conséquences, le contrôle, du juge sur les actes pris en vertu de la théorie des circonstances exceptionnelles et les conséquences de l'application de la théorie des circonstances exceptionnelles. Bien. Il y a des hypothèses dans lesquelles le respect strict de la légalité est impossible. Et à l'impossible, nul n'est tenu. Al-mustahil la yulzim. Mais il est nécessaire que le juge assure son contrôle sur les actes pris en vertu de cette théorie pour éviter que de l'excuse on passe à l'abus. Historiquement, la jurisprudence relative aux circonstances exceptionnelles est née pendant la Première Guerre mondiale et a donné naissance à la théorie des pouvoirs de guerre. Et de simple théorie de pouvoir de guerre, on est passé à l'idée plus large de pouvoir des circonstances exceptionnelles qui se trouve affirmée dans l'arrêt Cuiteas de 1923. Définition. Que signifie la théorie des circonstances exceptionnelles? Il arrive que la loi, notamment la Constitution, prévoit des cas particuliers. Il en est ainsi de l'état d'exception, de l'état de siège, de l'état de guerre, ou consacré par la Constitution marocaine, ou de la loi antiterroriste. Donc, où le règne souverain de la légalité normale est écarté au profit d'autres mesures édictées par l'administration.
Mais lorsque la loi ne dit rien, les circonstances exceptionnelles est une théorie jurisprudentielle qui accorde à l'autorité administrative non seulement que des pouvoirs que la loi ne leur reconnaît pas, mais même leur refuse l'exercice de certains actes. Le juge a ainsi comblé une lacune juridique. Cette théorie trouve sa justification dans les missions constitutionnelles du gouvernement. Celui-ci est non seulement chargé d'assurer l'exécution des lois, mais il a la charge de faire fonctionner les services publics et de maintenir l'ordre public au sens le plus large du terme. Article 92 de la Constitution. Et à cet effet, il dispose, c'est-à-dire le gouvernement, dispose de l'administration. Article 89 de la Constitution. Troisièmement, le contrôle. Pour éviter l'usage abusif des circonstances exceptionnelles, le juge intervient à deux niveaux. Premier niveau, il vérifie les conditions d'existence des circonstances exceptionnelles. En se posant la question suivante, l'administration était-elle dans l'impossibilité absolue de faire face à la situation par les moyens de l'égalité normale? Si la réponse est positive, eh bien, les actes sont illégaux. Si la réponse est négative, que l'administration ne pouvait pas faire face par les moyens de l'égalité, eh bien, là, on est dans les circonstances exceptionnelles. Deuxième élément que le juge contrôle, il contrôle l'exercice des pouvoirs accrus de l'administration pendant le temps des circonstances exceptionnelles. Il faut que les mesures prises ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances exceptionnelles. Donc, il y a déjà les prémices d'un contrôle de proportionnalité. Alors maintenant, on va s'interroger sur les conséquences de l'application de la théorie des circonstances exceptionnelles. L'existence des circonstances exceptionnelles rend légaux les actes qui, en temps normal, sont illégaux. C'est donc le contenu de la légalité qui est ainsi changé. Il légitime toutes les mesures nécessaires pour faire face à la situation de crise. Exemple, possibilité pour le gouvernement de suspendre l'application d'une loi, la restriction des droits et libertés individuelles, comme la liberté de circulation. C'est ce qui se passe actuellement, malheureusement, au Maroc, pour faire face à l'état de crise créé par la propagation, la lutte contre la propagation du virus. Le gouvernement marocain, l'État marocain, a recouru à des mesures restrictives de la liberté. C'est le confinement. Eh bien, le confinement, même s'il est légalement entré en vigueur depuis quelques jours, eh bien, la mesure est pourtant légale en vertu de la théorie des circonstances exceptionnelles. Deuxièmement, la deuxième conséquence, c'est la possibilité d'admettre la responsabilité, mais sans faute de l'administration. L'administration doit payer les conséquences dommageables de son action. Arikuteas. Bon, la deuxième limite au principe d'égalité est constitué par les actes de gouvernement. Donc, paragraphe 2, les actes de gouvernement. Nous allons étudier les origines des actes de gouvernement
Et nous allons essayer de donner la liste des actes de gouvernement et réapparition dans un troisième temps, réapparition du mobile politique dans la définition des actes de gouvernement. Bien. Les origines de l'acte de gouvernement sont anciennes et liées à des problèmes politiques. La théorie a fait son apparition à l'occasion de deux jurisprudences célèbres, celle du général Bonaparte, qui est le petit-fils de Napoléon, qui a été démis de ses fonctions dans le corps militaire en raison des liens de famille. Deuxièmement, l'arrêt de la famille, l'ancienne famille régnante en France, qui a été dépossédée de ses biens pour l'affaiblir économiquement et qu'elle ne soit pas tentée de récupérer le pouvoir. C'est la famille d'Orléans. Dans ces deux arrêts, le Conseil d'État a justifié les mesures prises par des considérations de problèmes politiques. Mais l'acte de gouvernement ne se définit pas par ses conditions d'existence, mais par ses conséquences. De ce point de vue, l'acte de gouvernement est à propos duquel aucun contrôle juridictionnel n'est possible, contrairement aux actes pris en vertu des circonstances exceptionnelles. Bien, le juge doit se déclarer incompétent pour examiner la régularité juridique d'un acte de gouvernement et même les conséquences dommageables des actes de gouvernement. Pour certains auteurs, l'incompétence du juge trouve son explication et son fondement dans la théorie du mobile politique. Chaque fois qu'il y a un mobile politique derrière une décision, il y a acte de gouvernement. Seulement, il est très difficile, sinon impossible, de distinguer rationnellement l'acte de gouvernement et de l'acte politique. La liste des actes de gouvernement. Bien. La doctrine, à défaut de définir les actes de gouvernement, a essayé de dresser une liste autour d'un certain nombre de thèmes. Premièrement, la première liste intéresse les relations entre le gouvernement et le Parlement, c'est-à-dire des relations de sens politique. Exemple, dépôt d'un projet de loi, dépôt d'une motion de censure, la saisine ou non de la Cour constitutionnelle, le recours à l'état d'exception et la décision de soumettre un texte à référendum. Tous ces actes sont des actes de gouvernement. Deuxièmement, la seconde catégorie intéresse les relations extérieures. Conclusion ou dénonciation d'un traité, acte de gouvernement. Acceptation ou refus d'exercer la protection diplomatique, acte de gouvernement. Reconnaissance ou non d'un gouvernement ou d'un État, acte de gouvernement. L'adhésion ou non à un organisme international ou régional, acte de gouvernement. La déclaration de guerre et ses conséquences dommageables, acte de gouvernement. Enfin, malgré l'abandon des critères politiques, certains auteurs affirment le retrouver dans des formes nouvelles et dans des limites plus étroites les considérations à caractère politique qui était à l'origine de la notion d'acte de gouvernement. Et cite à titre d'illustration l'arrêt Paris de Bollardière du 22 août 1978 relatif aux essais nucléaires de la France dans l'océan Pacifique. Bien, le général Domo, en bref, le général Paris de la Bollardière est un général à la retraite. La France, par décret, a déclaré
une zone du Pacifique comme zone d'essai nucléaire. Et le général Paris de Bollardière a intenté un recours pour excès de pouvoir contre le décret du président de la République qui a décidé qu'une certaine région de l'océan Pacifique était une région d'essai nucléaire de la France. Eh bien, le Conseil d'État, et contrairement à toute attente, a déclaré irrecevable le recours du général au motif qu'il s'agit d'un acte de gouvernement. Bien, merci pour votre attention. Je vous rappelle que le prochain cours, la prochaine séance, aura pour objet l'étude du recours pour excès de pouvoir. Après une introduction relativement longue, nous allons voir ou analyser 2 chapitres. Les conditions, chapitre 1er, les conditions de recevabilité du recours. Chapitre 2, le cas de nullité des recours pour excès de pouvoir. Merci pour votre attention.